Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien, rien, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Bonjour à chacun et chacune. Je suis Jocelyne Adrian-Meptoul et je vous remercie d'être au rendez-vous du podcast Femmes engagées, produit et réalisé par Femmes du Monde et réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Partout dans le monde, les droits des femmes sont en recul, au même rythme que régressent les démocraties au profit de dictatures et autres autocraties, politiques ou religieuses. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Aujourd'hui, nous recevons l'artiste plasticienne transmédia et féministe française de renommée internationale, Orlan. Bonjour, chère Orlan. Bonjour, chère madame. Vous êtes donc Orlan, artiste plasticienne, performeuse, photographe, vidéaste, sculptrice et bien d'autres choses encore que vous nous expliquerez dans un instant. Vous travaillez sur et autour du corps et en particulier sur le corps des femmes. Ce corps, vous en faites souvent votre matériau, y compris avec votre propre corps. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être interviewé dans le cadre de notre podcast et de nous recevoir en plus pour ça dans votre atelier. C'est un plaisir et un honneur. Je vous remercie beaucoup de faire ce podcast parce que effectivement, il y en a vraiment besoin parce qu'après des avancées au niveau féministe, à l'heure actuelle, tout est en train de se refermer. Absolument. Donc vraiment, c'est essentiel à l'heure actuelle d'être dans l'autre plateau de la balance avec ces associations, par exemple, de masculinistes ou de femmes qui, en tant qu'influenceuses, se retrouvent à remettre en scène toutes les mièvreries, tous les stéréotypes qu'on a essayé de gommer. Et bien, à nouveau, il y a effectivement une espèce de vague insupportable, quelque chose qui retourne en arrière énormément. Et quand Absolument. On voit l'avortement interdit aux États-Unis, etc. Donc, je suis très heureuse de vous recevoir, très heureuse de répondre à vos questions. Eh bien, écoutez, on est heureuses toutes les deux. Alors, si vous demandez de vous présenter, qui vous êtes, ce que vous faites. Je suis Orlan, mais ceci dans la mesure du possible, et entre autres. Et pour moi, ce qui est vraiment important, c'est que mon nom s'écrit chaque lettre en capitale, parce que je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans les rangs, je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans la ligne. Et je pense que, effectivement, s'écrire en majuscule, c'est très important, parce que on nous a appris en tant que femmes à être discrètes, à disparaître, à être dans l'ombre. Et là, effectivement, écrire en majuscule fait qu'au contraire, on apparaît. On est majuscule. Et donc, c'est comme l'écriture inclusive. Et ça me paraît tellement incroyable que l'écriture inclusive n'aille pas de soi. C'est-à-dire qu'on essaye encore toujours de faire gagner le masculin. C'est hallucinant. Et il y a même des femmes, par exemple, qui ne veulent pas absolument féminiser leur profession. Mais c'est hallucinant. Quand on est une femme, on dit « je suis heureuse ». Alors, on ne peut pas quand même dire « je suis heureuse d'être avocat ». Ça serait quand même contre-productif et absolument hallucinant. Eh bien, il y a encore beaucoup de femmes, on pourrait dire, qui sont des capots, qui, effectivement, continuent à faire cela. Et c'est terrible parce que avant, il y avait les employés, les servantes, les paysannes, mais maintenant, il y a les généticiennes, il y a les préfètes, il y a les doctoresses, il y a les poétesses, il y a les réalisatrices. Donc c'est vraiment extrêmement important tout cela, parce que tout se joue à cet endroit. Et le moindre détail engendre des réactions en chaîne qui font effectivement
qu'on laisse gagner toujours le masculin. Pourquoi Orlan? Alors ça va être trop long à raconter. Ah bon? Je vous conseille de lire mon autobiographie qui s'intitule Striptease, Orlan, Striptease, tout sur ma vie, tout sur mon art. Publié par un jeune éditeur que je soutiens, Gallimard. Je l'ai commencé, je trouve que c'est passionnant, effectivement. Alors, vous, Orlan, vous vivez entre Paris, New York et Los Angeles. J'ai pas besoin de vous demander si vous êtes féministe. Je suis féministe, je suis alter-féministe, je suis post-féministe, je suis complètement féministe, de toute manière possible. Et je me bats depuis très très longtemps, que ce soit dans le privé, parce que c'est là où s'inscrivent les choses, que ce soit dans mon œuvre, ou que ce soit dans le public, dans mes conférences, etc. Et vraiment, c'est pour moi extrêmement important d'être militante. J'aimerais bien ne pas avoir ce souci. J'aimerais bien que tout aille bien, mais malheureusement, eh bien, à notre époque, et même dans notre pays, on est encore obligé de cela. Bien que dans notre pays, je suis très fière d'être française quand, tout à coup, on met l'avortement dans la Constitution. Absolument. Tout ça grâce quand même à Simone Veil, qui a vraiment payé cher pour que ça passe. Elle est aussi, quand même, je crois, les mouvements féministes, entre autres. C'est formidable, mais c'est très étrange, parce que vraiment, on est très frileux ensemble. Surtout quand je vois, par exemple, pour l'euthanasie, je me demande comment on est encore en train de se demander s'il faut le faire ou pas, alors qu'il y a bien d'autres pays en Europe qui le pratiquent. Absolument, oui. Je voudrais bien qu'on revienne sur votre œuvre qui est partout dans cet atelier. C'est magnifique, c'est à profusion, c'est un peu comme vous, c'est multiple, c'est pluriel. Je suis pour les identités mutantes, mouvantes, nomades. Je pense que toutes les identités fixes, celles qui sont par exemple dans les communautés, qui vraiment tapent sur l'autre communauté, qui pense autre chose et autrement, c'est absolument terrible, les identités fixes. Je pense qu'il faut toujours se remettre en question et penser, c'est toujours penser contre soi. Parce que soi, qu'est-ce que c'est? C'est absolument une construction fabriquée par, et à la fois les parents, et à la fois, bien sûr, l'environnement, la classe sociale, et effectivement, tout ce qu'on nous a formaté, tout ce qu'on nous a mis dans la tête. J'ai été particulièrement touchée par deux de vos œuvres qui me semblent particulièrement bien s'inscrire dans notre podcast de femmes engagées. La première, c'est le tableau « L'origine de la guerre », directement inspiré du fameux tableau de Gustave Courbet, L'origine du monde. J'aimerais que vous nous en parliez. Alors, je vais revenir à l'origine de la guerre, mais avant quand même, pour que les auditeurs comprennent vraiment qui je suis et ce que je fais, je suis une artiste qui n'est pas assujettie à un matériau ou à une pratique artistique. Ça, c'est très important que je dise ça. Ça me paraît pour moi extrêmement anachronique d'être attaché à une pratique artistique. Ce que j'ai la prétention de dire des choses importantes pour mon époque, et pour cela j'étudie des phénomènes de société. Quand je les ai vraiment étudiés, que j'ai fabriqué ma théorie, mon concept, à partir de ce moment-là qu'existe cette colonne vertébrale, je me demande dans quelle matérialité je vais pouvoir donner à cette colonne vertébrale, quelle chair je vais mettre autour pour construire un corps, mais un corps cohérent, qui effectivement, la matière révèle vraiment l'idée, le concept de départ. Et donc j'ai étudié aussi bien la chirurgie esthétique, qui est un phénomène de société, que le harcèlement du football, qui est aussi un phénomène de société, que la distanciation physique, qui est aussi un phénomène de société, que l'intelligence artificielle, etc. Donc, en ce qui concerne l'origine de la guerre, je suis très fier d'avoir fait cette œuvre. Il faut déjà connaître l'origine du monde, qui pour moi est le tableau le plus affreux que j'ai jamais vu. C'est-à-dire qu'il est bien peint, pas de problème. Mais c'est vraiment comme l'œuvre d'un serial killer sadique, parce qu'on a coupé la tête de la femme, les bras et ses jambes, pour qu'il ne reste plus que le ventre et effectivement le sexe.
Et littéralement, c'est ce qu'on fait aux femmes la plupart du temps dans la société. Mais là, c'est vraiment concrétisé littéralement, visuellement, en peinture. Alors moi, j'ai pas fait de la peinture, j'ai fait une photo d'un homme et j'ai voulu voir ce qui se passait avec l'autre pendant de l'humanité quand on le mettait dans la même position, qu'on lui coupait la tête, les bras et les jambes, qu'on en faisait donc un handicapé, pour qu'il sorte que le sexe. Bien sûr, j'ai pris quelqu'un qui n'avait pas un sexe énorme à la même torpe. On aurait parlé de ça, donc j'ai pris un sexe normal. C'est pas la longueur du sexe qui fait l'agressivité. Voilà, et je pose cette question, et bien sûr, je ne l'ai plus appelée l'origine du monde, mais l'origine de la guerre, parce que moi, je dois préciser, j'aime beaucoup les femmes, mais j'aime beaucoup les hommes, mais pas n'importe quel homme. Mais chez les femmes, c'est pareil. J'aime les femmes qui sont des beaux êtres humaines. J'adore les hommes qui ne hurlent pas, qui sont capables d'argumenter, les hommes qui ne battent pas, les hommes qui ne harcèlent pas, les hommes qui commettent pas l'inceste, les hommes qui ne battent pas, qui ne violent pas, qui ne tuent pas. Alors, je les aime, ceux-là. Donc, je suis une féministe, mais très bienveillante envers les hommes, dans la mesure où ils se tiennent correctement. Donc, on est d'accord que l'origine de la guerre, c'est quand même le masculinisme, en fait. Oui, c'est les mecs qu'on voit qui sont capables de se foutre sur la gueule parce que ils se sont passés devant en voiture ou en moto. Voilà, ou c'est mecs qui gueulent à la moindre chose ou qui se sentent agressés par n'importe quelle conversation qui les remet un peu en doute. Donc voilà, c'est ceux-là qui sont abominables. Je conseille à tout le monde de voir votre œuvre là-dessus. Et je l'ai mis dans le même cadre que le cadre dans lequel est exposée l'origine du monde à Orsay. Et j'ai eu le grand plaisir d'exposer cette œuvre à Orsay. Génial. La seconde œuvre qui m'a particulièrement touchée dans votre œuvre, c'est la série récente de portraits que vous avez réalisés en hommage, femme-âge, à des femmes pionnières qui ont ouvert des nouveaux horizons, parfois au risque de leur vie, et qui ont souvent été invisibilisées ensuite dans une histoire qui est écrite par des hommes et des hommes oublieux des femmes. Et cette série donc va de l'impératrice Eugénie à Agnès Varda ou à Simone Veil, dont vous parliez tout à l'heure, en passant par Narges Mohammadi ou Ada Lovelace ou Tina Modotti. Ou Olympe de Gouges. Ou Olympe de Gouges, évidemment. Qui a laissé sa vie quand même. Hein. Qui a été guillotinée en 1793 de sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Racontez-nous donc pourquoi vous avez choisi de faire cette série de portraits où vous mettez en scène, mais en hommage, enfin en femme-âge, oui, absolument, à toutes ces femmes. Et comment vous avez donné chair, c'est le cas de dire, à ce projet, en les incarnant toutes? Alors pour moi, ça me paraissait vraiment très très important, en toute sororité, de déclarer mon admiration pour ces femmes qui, bien avant moi, donc dans des environnements sociétals vraiment très difficiles, encore plus difficiles que maintenant, bien que ça va revenir, et qui ont soutenu les mêmes causes que moi. Ça me paraissait vraiment, vraiment, vraiment important. J'ai intitulé cette série « Je t'autorise à être moi et je m'autorise à être toi ». Et ça me paraissait la plus belle déclaration d'amour qu'on peut faire à quelqu'un. Vouloir que l'autre puisse me comprendre de l'intérieur et que je puisse aussi m'approcher de l'autre, mais profondément de l'intérieur, et donc en lui offrant en même temps hospitalité, en respectant sa culture, en respectant ce qu'elle est, mais à ma manière, en lui apportant une hybridation. Et effectivement, les hybridations sont toujours plus fortes. Par exemple, une plante est hybridée, elle est toujours plus forte si on l'a hybridée. Donc, ça me paraissait extrêmement important de faire cela, un peu comme cela actuellement en fin de carrière, et ça sera jamais fini, mais d'autant plus que tout à coup, en fait, ce qui m'a déclenché, c'est que j'ai connu ce qui s'était passé avec Alice Guy. Alors j'essaie de résumer, mais réalisatrice, oui. En fait, c'est une réalisatrice qui a été payée par Gaumont, donc c'était pas dans l'ombre, et
Elle a travaillé avec le noir et blanc et le muet au début, et c'est elle qui a inventé la narration dans le muet. Et après, elle est passée au parlant et à la couleur. Elle a fait 200 films, pas un, 200. C'est énorme. Ensuite, elle a eu une boîte de production où elle a produit beaucoup de films. Eh bien, jusqu'à il y a quelques années, parce qu'il y a quelques années, je ne sais plus l'année exacte, un film est sorti sur sa vie, et je remercie la personne qui a fait ce film, et tout à coup, tout le monde s'est aperçu que c'était innommable, parce qu'elle n'était pas dans les dictionnaires de cinéma. Absolument. Elle avait été complètement évincée, mise de côté, elle a disparu. C'est hallucinant. Oui. Comment on peut tuer une aussi grande artiste ? Et c'est comme ça que l'histoire écrite par les hommes pour les hommes a invisibilisé des femmes dans tous les domaines scientifiques, domaine artistique, dans le domaine de la politique. Marie Curie, les problèmes absolument. qu'elle a eus, incroyables. Bien sûr. Et ce qui se passe, ce que vous venez de dire, c'est comme dans les religions. Toutes les religions sont fabriquées par les hommes, pour maintenir le patriarcat et la misogynie. Et en plus, ces religions fabriquent des divisions, des communautés qui se battent les unes contre les autres, et parfois même dans la même religion, des petites chapelles qui s'entretuent. Donc c'est ignoble, les religions. Que quelqu'un croit en Dieu, on essaye de s'expliquer pourquoi on est sur Terre, ça c'est clair, on essaye de comprendre, et puis on essaye de s'encourager en disant qu'il y a un après. Mais moi je ne crois absolument pas en Dieu et pas du tout à un après. Donc il y a une part de gens qui croient et à qui ça fait du bien. Ça évite de prendre du Valium ou je ne sais quoi. Mais oui, ça donne du courage, de l'espérance. Donc voilà. Et aussi, ça évite, par exemple, quand on vous dit les 7 péchés, de ne pas baiser à tort et à travers, donc de ne pas attraper forcément toutes les maladies que l'on peut attraper de ce côté-là. Et puis... effectivement, si on vous dit de ne pas tuer, en fait dans la religion chrétienne, pas dans toutes les religions, donc ça évite quand même aussi cela. Les péchés de gourmandise, on sait qu'effectivement il vaut mieux manger quelques feuilles de salade. La paresse, effectivement, on sait qu'il vaut mieux courir et faire du sport que ne pas en faire pour le corps. Bon, donc ça régulait un peu la vie de sauvage, on pourrait dire. Mais maintenant, normalement, on est un peu moins sauvage, donc on ne devrait pas avoir besoin de cela. Merci beaucoup pour toutes ces explications et ces interprétations qui sont, comme vous, qui sortent du cadre. Orlan est en train de me montrer au même moment le tableau où elle fait justement sortir d'un cadre, d'un réel cadre. Elle sort d'un cadre, voilà. Elle essaye de sortir d'un cadre. Oui, elle fait sortir la femme du cadre, justement. C'est tentative de sortir du cadre. Et c'est moi qui essaye de sortir du cadre. Oui, c'est-à-dire que la principale chose qu'il faut faire, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs, c'est s'émanciper. C'est-à-dire de tous les formatages. Le cadre, c'est ce qui vous empêche de bouger. C'est comme les racines, je déteste les racines. Je veux des ressources, mais certainement pas des racines qui nous empêchent de bouger. Et le cadre, c'est tout ce qu'on nous a mis dans la tête, que ce soit les parents, la classe sociale... tous les stéréotypes. Tous les stéréotypes, tous les environnements. Dans lesquels on nous enferme. Oui, et il faut en sortir. Et en tout cas, avoir conscience qu'il y a un cadre. Et quand on dit « je veux, j'aime, je suis », se rendre compte que c'est les autres qui parlent en vous, que c'est pas vous. Moi, je dis le plus souvent possible, non pas « je suis », mais « je somme », parce qu'on est fabriqué par tout ce qui s'est passé avant, toute l'histoire du monde, mais aussi par les parents qui, en général, pensent avec des idées de 50 ans avant ou de 100 ans avant, qui vous les inculquent, alors vous êtes encore plus en retard sur votre monde. On n'arrive plus à faire face au monde. De toute manière, on est obsolète, parce qu'on n'a pas assez de mémoire. Donc, heureusement que l'IA est arrivée. On passe, si vous le voulez bien, à la seconde partie. Justement, vous parliez de la famille, des enfants. J'aimerais que vous nous parliez de vous. Je suis né dans une classe ouvrière. Mon père était un ouvrier électricien à la mairie de Saint-Étienne. Et en fait, ce qui m'a, je pense, beaucoup fait évoluer à grands pas, c'est que pour nous payer des études,
il faisait des heures supplémentaires comme éclairagiste à l'Éden Théâtre, qui était un théâtre qui montrait de l'opéra, de l'opérette, de la danse, du chant, des concerts, etc. Et donc, moi, quand j'étais bien sage et qu'il avait eu l'autorisation, il m'emmenait avec lui de temps en temps. D'accord. Et j'étais dans les cintres, où j'étais derrière les pendrillons, et je pouvais voir tout ce qui se passait avant, donc toute cette effervescence avec tous les acteurs, actrices, musiciens, musiciennes, danseurs, danseuses qui répètent leurs textes ou qui s'échauffent et qui sont très angoissés d'avoir oublié leur texte ou je sais pas. Et cette ambiance était absolument extraordinaire pour la petite fille que j'étais. Et tout à coup, mon oreille s'est fait à la fois à la musique. En fait, pendant très longtemps, par exemple, j'ai voulu être batteuse parce que j'avais vu un batteur et je trouvais ça tellement extraordinaire, ce mec qui dansait avec ses pinceaux, avec ses trucs, qui faisait de la musique tout en dansant, on pourrait dire, et qui faisait danser les autres. Et il était fabuleux, ses cheveux bougeaient beaucoup, c'était l'époque des cheveux longs, etc. Donc ça m'avait absolument fasciné. Et puis aussi les lumières, les couleurs, les textes de théâtre qui m'ont appris beaucoup sur moi-même et sur les autres, parce que c'est des portes ouvertes. Après ça, j'ai eu beaucoup envie de lire, parce que j'ai entendu du texte, j'ai entendu de la poésie, voilà. Il faut tout à coup qu'on vous ouvre une porte, parce que si tout à coup on n'a pas d'automatisme, d'habitude, d'aller pousser la porte d'un musée, d'une galerie ou d'aller à un concert, eh bien on le fait pas. Et donc on reste complètement ignorant et on n'a pas tous ces plaisirs. Absolument. Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous n'êtes pas en train de créer dans votre atelier ou de voyager pour vos expositions? Je me permets qu'un entracte. Le soir, je vais dîner avec des amis. Plus les amis sont intéressants, plus il y a des échanges fabuleux, intellectuels et sympathiques, et plus la nourriture est bonne, plus j'ai de plaisir. C'est bien, c'est encore de la nourriture. Effectivement, vous êtes nourri par tout ce que vous nous avez expliqué. Oui, ça c'est le plaisir de vivre. Oui, absolument. Enfin, un des plaisirs, il y en a d'autres. Vous voulez ajouter quelque chose sur votre manière d'explorer les différents chemins de l'art, votre engagement et votre engagement dans l'art? Je dois dire et rendre hommage à certaines femmes qui m'ont beaucoup aidé dans l'art et qui ont cru en moi et qui ont écrit, qui m'ont exposé, qui m'ont aidé. Il y a Christine Bussy-Glussmann, par exemple. Il y a Roxana Marcoschi au MoMA. J'ai beaucoup d'œuvres au MoMA. Il y a Morarelli, donc aux États-Unis. Il y a Gabrielle Schor de la Fondation Verboon à Vienne. Il y a Laila Evoque, qui est une collectionneuse et qui est en même temps une curatrice. Et il y a Cécile Debré, il y a Gladys Fab, Tatiana Franck et bien d'autres que j'oublie. Et je m'excuse de ne pas les dire à cet instant. Mais je dois dire qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont essayé de m'empêcher d'avancer dans le milieu. Ah oui. Énormément. Alors, je ne dirai pas leur nom pour ne pas leur faire honte et pour ne pas leur faire de tort. Mais les femmes devraient faire gaffe quand même à ne pas barrer les femmes. Oui. Avoir la sororité et la bienveillance. Ça, c'est le meilleur des outils, à la fois pour la convivialité, ne pas être en concurrence. Il n'y a que moi qui suis ma propre concurrente. Et la seule chose que je veux, c'est me dépasser moi-même, me surpasser. Et quand je fais une œuvre où je peux me dire, alors là, Orlan, alors vraiment, là, t'as réussi. Et que je peux m'émerveiller moi-même, ça c'est le grand plaisir de ma vie. Et j'ai toujours dit, bien faire et laisser dire. Donc heureusement que je me suis dit ça, parce que toute ma vie, comme j'ai pas fait des petites fleurs et de l'aquarelle, j'ai été controversée. En plus, je suis très bienveillante, mais je suis très exigeante. J'ai un caractère bien frappé. Donc effectivement, parfois, ça ne plaît pas à tout le monde. Si vous voulez bien, on passe à notre questionnaire, à la manière de Proust, mais revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Alors, le principal trait de votre caractère. Je viens de vous le dire, bienveillante et exigeante. Votre principal défaut et votre principale qualité. Je pense que mon principal défaut, c'est peut-être, en tout cas au vu de la société, c'est d'être une militante féministe. Ça me donne une étoile jaune dans le dos. Oui.
Oui. Ça fait peur. Oui. Mais votre principale qualité, Ben, c'est ça. c'est ça. D'accord, oui. Ben voilà. Parce que j'ai donné toute ma vie, vraiment, hein, dans le privé, dans le public, dans mon œuvre, parce que c'est vraiment très important. Je voudrais faire une parenthèse. Le corps est politique, mais le privé est politique. Et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, ou tout ce qu'on ne fait pas et qu'on ne dit pas, est politique. Donc, effectivement, ça me paraît très important d'avoir des causes aussi, de défendre des causes comme cela. Quelle est la qualité que vous préférez chez les autres, justement? Leur patrimoine culturel, qu'on peut échanger et avoir du plaisir à s'apprendre des choses. Est-ce qu'il y a une réforme politique, justement, qui, selon vous, a vraiment amélioré la société? Simone Veil et l'avortement dans la Constitution, mais aussi l'interdiction de la peine de mort. Oui. Ça, c'est extrêmement important. Absolument. Vos auteurs et vos autrices ou vos artistes préférés dans n'importe quel art? Eh bien, ça va être long. Louise Bourgeois, Marina Abramovic, Barbara Kruger, Ayoi Kusama, Artemisia Gentileschi, Martha Rosler, Caroline Schliemann, Vali Export, Eva Jospin, Sophie Calle, Annette Messager, Caroline Carlson, Blanca Lee, Colline Serrault, Amélie Nothomb, les Guerrilla Girls, Cindy Sherman, Gada Amer, Judith Butler, Donna Haraway, Virginie Despentes, Jenny Holzer, Annie Ernaux, Esther Ferrer, Laure Prévost, Tania Bruguera, Yoko Ono, Niki Tsinfal, Johanna Vasconcelos, Niki Tsinfal, Agnès Varda, Alice Guy, Diane Pernet, Michel Lamy. Je ne peux pas sélectionner, je ne peux pas tuer des femmes. Et certaines, vous les Je avez voudrais dites oublier 2 fois. personne. Si j'ai oublié quelqu'un, je m'en excuse. Vous vraiment. reviendrez. Changeons de sujet. Votre cuisine et votre plat favori? Alors, moi, c'est tout ce qui est à base de truffes. Je suis truffophile. D'accord. Très bien. Si vous étiez un mot, cher Orlan. Pourquoi? Si vous étiez un lieu, une terre. J'adore le centre Pompidou, à un point incroyable. J'ai une passion physique pour le centre Pompidou. Paris, sans cela, c'est comme si on abattait la tour Eiffel. Si vous étiez une odeur. Je jouis beaucoup par les odeurs, et j'ai fait mes parfums. Je vous en cite quelques-uns, avec l'odeur de la cire, l'odeur des foins coupés, l'Amsterdamer, j'adore l'Amsterdamer. Ah oui. Il y a eu une époque où je fumais la pipe comme George Sand, je voulais être George Sand. J'ai pas cité George Sand, quelle horreur. Les feuilles de figuier, les feuilles de tomates, les cyprès, les feuilles de cyprès, le jasmin. Si vous étiez une émotion. L'émerveillement. Et donc, si vous étiez une œuvre. Alors, une œuvre, La Victoire de Samothrace, La Sainte Thérèse du Bernin, et surtout un grand chef-d'œuvre qui me va droit au cœur et qui parle vraiment beaucoup d'émancipation, qui est Jodorowsky, le film Poesia sin fin de Jodorowsky, avec tous les décors, les costumes et la lumière de son grand amour, Pascal. C'est un film à voir et à revoir, magnifique, incroyable, hallucinant. Bien. Est-ce que vous avez une devise, un mantra qui vous sert de guide dans la vie? Je n'arrête pas de dire « Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité », qui est la phrase, la citation du grand philosophe Nietzsche. Enfin, dernière question. Quelle est la question que vous auriez aimé que je vous pose? Faut-il avoir un grand chaos en soi pour pouvoir accoucher d'une étoile qui danse? Alors, je vous pose la question. Quelle est la réponse? Je vous laisse la deviner. Merci infiniment, cher Orlan, pour cet entretien. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde, afin de faire entendre leur voix en toute liberté. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast Femmes engagées avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et réciproquement. Merci à Agathe Loumalia, Huguette Klein, Brigitte Evano, Marie Cholet et Léa Robert.
La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Et rendez-vous au prochain épisode. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.